Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, c'est effectivement un peu sportif. On a délocalisé notre plateau sur le Rent Channel. Je rassure nos auditeurs de Radio Imo, la clé de stream ou le signal comme on le dit, est envoyé sur nos antennes, donc aucune inquiétude là-dessus. Voilà un grand jury de la presse spécial Rent, c'est-à-dire spécial innovation, mais on va quand même parler d'immobilier pendant 3/4 d'heure environ. On est ravis d'être avec vous, toujours accompagnés. Alors, on n'est pas tous au complet, voilà, mais en tout cas, celles qui comptent et qui sont d'ailleurs les cofondatrices du grand jury de la presse immobilière sont avec nous. J'ai le plaisir, on fait un triomphe à Marie Cœur de Roy de BFM Business. Salut Marie. Salut Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super, on s'entend pas beaucoup parce qu'il y a du monde quand même. Voilà. Rent, hein. Je pense qu'il va falloir qu'on parle un peu plus fort que d'habitude, en tout cas. Je suis ravi que tu sois là. J'ai l'habitude. Ouais. Merci. Voilà, mon autre complice avec qui j'ai eu le plaisir de partager aussi l'Arsenal de Metz, les assises de l'immobilier, Virginie Grolot, journaliste à Challenge. Salut Virginie. Salut Sylvain. Comment ça va? Ça va bien? Voilà, moi je t'entends super bien là. Eh ben, moi j'ai plus de mal parce qu'effectivement il y a un monde fou sur le salon, donc c'est plutôt bon signe pour l'immobilier. Ouais, c'est plutôt bon signe, en tout cas beaucoup de monde ici au Rent. Un Rent qui a réouvert ses portes après 2 années pratiquement, avec quand même une présence en digital, mais en tout cas ça nous fait beaucoup de bien de nous retrouver, même si on attendra un peu pour se faire des câlins quand même, mais déjà le fait qu'on soit là présent, c'est déjà pas mal. Alors comme vous le savez les amis, le concept du grand jury de la presse, c'est d'inviter une personnalité de l'immobilier qui va passer au crible de nos questions. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Thibaut Rémy, président de Meilleur Agent. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Comment ça va? Eh bien ça va très bien, très content de ce succès de Rent et de voir cette effervescence là depuis ce matin. C'est vraiment un beau succès. En tout cas, merci d'être avec nous. Donc on va essayer de vous poser un certain nombre de questions pour comprendre un petit peu comment aujourd'hui les éléments de marché sont analysés, quelles en sont en tout cas les grandes tendances. C'est parti pour l'édito. Le grand jury de la presse immobilière, l'édito. Alors, justement, figure emblématique de l'immobilier en matière d'innovation immobilière, Thibaut Rémy, vous êtes président de Meilleur Agent. Moi, ce que je vous propose justement dans cet édito, c'est que vous nous présentiez un peu plus, même si quasiment tout le monde vous connaît, Meilleur Agent, ça sert à quoi? Avec plaisir. Donc, Meilleurs Agents est une plateforme, nous nous sommes lancés il y a 12 ans, construite sur la data, et notre ADN est la data immobilière, pour pouvoir apporter plus de transparence et d'efficacité au marché immobilier. Notre souhait, c'est d'aider les particuliers à réussir leur projet immobilier, et on veut les aider en leur apportant une information de qualité sur le prix immobilier, et une information sur les bons professionnels à choisir pour engager la transaction et la vente de son bien immobilier. Alors, Marie, Meilleur Agent, avec la connaissance que tu as du marché, et ça t'évoque quoi? D'abord, c'est une source extrêmement précieuse depuis des années, ça c'est vrai. C'est une source très précieuse. Après, c'est assez drôle parce que quand Meilleurs Agents est arrivé, il y a quand même les réseaux traditionnels d'agents immobiliers qui sont tous posés la question de savoir ce que c'était que cet ovni. Aujourd'hui, on a au Salon Rent, il y a beaucoup de boîtes de start-up qui se lancent justement sur la gestion de la data. Est-ce qu'aujourd'hui, Meilleurs Agents, c'est pas un peu poussiéreux, j'ai envie de dire? Ça commence On est bien. un des précurseurs de la PropTech. Et je pense que Meilleurs Agents, avec d'autres startups et d'autres scale-up qui ont suivi, a contribué à sa petite échelle à digitaliser ce marché. Et aujourd'hui, on a la chance de faire partie des leaders et des entreprises qui marchent plutôt bien dans ce monde digital de l'immobilier. Et on le voit aujourd'hui, on le voit avec la crise sanitaire. On est de plus en plus dans un monde figital, on en parle beaucoup. Et Meilleurs Agents, plus que jamais, continuent d'innover avec nos derniers produits qu'on a lancés encore il y a quelques mois. Mais justement, en quoi vous êtes différent finalement des autres qui arrivent? Alors, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, aucune autre plateforme propose aux agents immobiliers et aux professionnels de l'immobilier d'être mis en relation avec autant de particuliers vendeurs qui viennent sur leur site. Sur Meilleurs Agents, on a plus de 80% des particuliers qui vont vendre dans l'année qui viennent faire une estimation sur le site. Donc cette audience, on l'a créée grâce à la qualité de l'information qu'on a été capable de produire. Et ça, c'est un avantage qu'aujourd'hui, personne d'autre n'a sur le marché. Virginie, comme Meilleur Agent, effectivement, moi je me rappelle. Et moi aussi. Je me rappelle, c'était quoi, il y a 12 ans 12 ans maintenant? Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Je me rappelle d'un patron de réseau
qui disait la chose suivante. Meilleur agent, c'est comme si vous adressiez à quelqu'un qui vous demandait l'heure avec votre propre montre et qui ne vous la rend pas. Donc quand Meilleur Agent est arrivé sur ce marché, C'est qui a dit ça? on peut pas franchement dire que vous ayez été accueilli avec un grand enthousiasme. Néanmoins, on remarque, Virginie, que le travail de Meilleur Agent en termes de data, d'approche notamment sur la géolocalisation et les tarifs, les prix d'immobilier, qui sont aujourd'hui relativement fiables, et beaucoup de professionnels aujourd'hui s'appuient dessus, surtout sur la génération de leads et de contacts utiles, qui est un peu le modèle économique aussi de Meilleur Agent. Qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous avez vu le développement de cette plateforme qui a démarré vraiment sans que personne ne comprenne forcément au départ le succès que ça allait pouvoir avoir? En fait, je pense que le succès de Meilleurs Agents, c'est dû à une chose assez simple qui était effectivement de donner accès aux gens à une estimation ou à un prix. Alors effectivement, on peut dire parfois il est juste, parfois il n'est pas très juste. Le modèle s'est affiné au fil des années. Il sera toujours perfectible et de toute façon, un bien immobilier n'étant jamais identique à un autre, vous n'aurez jamais le prix parfait. Bon, ça, il faut bien le comprendre. Effectivement, vous avez des vendeurs et des acquéreurs qui regardent le même prix, ou du moins qui regardent la même fourchette, et il y en a un qui regarde en haut et l'autre qui regarde en bas. Donc forcément, c'est toujours quelque chose d'irréconciliable. Et puis c'est aux professionnels d'ailleurs peut-être de les réconcilier. Donc je pense que le succès de Meilleurs Agents, il est dû à sa simplicité, parce qu'il y a eu un gros travail de fait pour effectivement donner quelque chose qui n'existait pas, c'était une accessibilité à l'information prix. Maintenant, Meilleurs Agents a changé de modèle en cours de route. Il a tâtonné longtemps. Aujourd'hui, il a aussi su se défendre face effectivement aux professionnels. Pour moi, la dernière étape, de toute façon, c'est d'arriver à une plateforme qui non seulement donne des prix, mais qui donne aussi, ce qui est le problème en France, à une plateforme qui donne les annonces géolocalisées. Et ça n'existe pas. Et pour l'instant, on n'est pas dans un système qui marche comme ça. Mais c'est vrai que si on va aller au bout de la digitalisation du modèle, et peut-être ce sera l'étape dans 1 an, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera le plus fort, puisque personne ne croyait en Meilleurs Agents il y a 12 ans. 12 ans après, voilà, on y est. Donc dans 12 ans, on aura peut-être enfin un modèle de fichier unique avec des acteurs, agents immobiliers, professionnels tournés vers le service, et quelque chose qui facilitera totalement l'accès à l'intégralité de l'offre quand on est acquéreur et qu'on cherche à se loger. Réaction, Thibaut Rémy? Alors oui, plusieurs. Donc la première, c'est que l'anecdote sur la montre me fait sourire, et après on ne s'est pas aidé. Non, mais j'en doute pas. On s'appelle Meilleurs Agents. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus clair, parce que sur Meilleurs Agents, on va trouver le meilleur agent pour nous aider dans la vente de son bien. Mais à la base, quand on sort de nulle part, et qu'en plus on apporte une information qui, à tort, est considérée comme étant le précaré des professionnels, et en disant c'est ça notre valeur ajoutée, à tort, parce qu'aujourd'hui, et on le sait bien, les agents immobiliers apportent beaucoup plus que ça dans une transaction, forcément ça fait grincer des dents. Bon, aujourd'hui, heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts, et je pense que notre positionnement est beaucoup plus clair, et on se positionne vraiment comme un acteur qui aide les agents immobiliers, la profession immobilière, à accompagner les particuliers. On est des promoteurs de la transaction intermédiaire. Ensuite, en ce qui concerne ce que vous venez de dire, Virginie, sur les 12 prochaines années? Ouais, sur les 12 prochaines années, où le futur et l'évolution, on est aussi dans un marché où aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de mandats simples qui sont signés, pas assez de mandats exclusifs, et donc du coup, c'est compliqué pour un professionnel et pour une agence d'accepter de donner l'adresse exacte d'un bien immobilier pour pouvoir ensuite la géolocaliser dans une annonce. Donc il y a aussi des dynamiques de marché qui doivent évoluer, mais qui pour moi vont aller dans le bon sens, et qui, mais je le souhaite comme vous, permettront un jour d'avoir accès sur une plateforme digitale et une information à le marché dans son ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, quand on regarde dans le neuf, par exemple, il n'y a pas cette problématique, puisque de toute façon, le programme neuf, vous voyez très vite où il est. Donc, il est géolocalisé quasiment par définition. Il n'y a qu'un commercialisateur du programme. Oui, mais il n'empêche que... Non, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir aussi une commercialisation interne qui s'adresse peut-être à des acquéreurs en résidence principale, et d'autres qui vont passer par des réseaux pour faire de la défiscalisation, par exemple. Donc, vous pouvez aussi avoir plusieurs canaux de distribution. Je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens attendent, et c'est surtout ça
quand ils sont pas contents. C'est pas qu'on leur dise c'est 12 rue des Fleurs, c'est il fait quelle surface, il y a quoi comme travaux, c'est quoi l'étiquette énergie, il est où le plan. Il y a personne qui fournit aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce qu'un plan d'un appartement. Pour en avoir fait amèrement, comme beaucoup de gens l'ont eu l'expérience, il manque encore des documents. Je sais qu'il y a tout un tas de documents qui sont fournis lors d'une transaction. Je les ai épluchés, ça m'a pris du temps, mais il en manque encore. Donc, pour moi, je pense que c'est un faux problème. Je ne sais pas si c'est mandat simple ou mandat exclusif. Peut-être que si tout le monde tournait en mandat exclusif, oui, de toute façon, il faudrait peut-être celui qui rentre, celui qui sort le mandat, se partager la commission de toute façon. Donc pour moi, c'est pas le problème en fait. On est juste à un marché qui attend les prochaines étapes de son développement. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant ce que dit Virginie, parce qu'en fait, on a l'impression que dans ce développement-là, c'est un peu le sens de l'histoire. Puisque c'est vrai que quand on mesure, par exemple, le nombre de plateformes qu'il y avait une dizaine d'années, par exemple, les moteurs de recherche, on a l'impression que ça s'atomise un peu et qu'on va vers une tendance où on a un outil qui rassemble et qui donne finalement une vision de la maîtrise des usages telle qu'elle devrait être comprise aujourd'hui. Je voulais juste compléter tout à l'heure sur ce que je disais. La personne qui avait fait ce jeu de mots, qui n'était pas forcément très gentil dans la forme, c'était parce que en fait, elle disait on donne nos données à Meilleur Agent. Et ils utilisent nos propres données, donc nous ne sommes plus propriétaires de nos propres données. C'était ça le sens. Est-ce que ce débat-là, il n'a plus lieu d'être aujourd'hui ? Il n'a plus lieu d'être et on va revenir sur qu'est-ce qu'on fournit aux particuliers. Ce ne sont pas les données des agents immobiliers qui d'ailleurs au départ étaient très peu utilisées parce qu'il faut avoir beaucoup d'agences partenaires pour pouvoir vraiment utiliser ces données-là. Donc on sait que nos données et nos sources de données initiales, c'était plutôt des partenariats avec les notaires que nous avions. Aujourd'hui, on a 11 sources de données différentes. Parmi celles-ci, les données de transactions de vente de nos agences partenaires, mais pas que. Et ce qui fait vraiment de la valeur, c'est la science et la data et la capacité à traiter la donnée qu'on va être capable d'apporter sur cette donnée pour créer la bonne information. Et ça, c'est une entreprise tech qui est capable de le faire. C'est une entreprise qui repose sur de la data et de l'ADN qui a pu le sortir. Sur la propriété même des données, c'est pas un sujet en soi quand l'agent immobilier a l'impression qu'on lui prenne ses données. C'est un faux débat, ça. Non, et puis en plus, la donnée en tant que telle, à savoir si c'est à l'agent qu'elle appartient, au propriétaire vendeur qu'elle appartient ou à l'acquéreur. Aujourd'hui, la question n'est pas traitée. Et nous, de toute façon, elle est anonymisée chez nous. Alors, vous avez dit lors d'une conférence de presse en septembre dernier, vous avez évoqué l'immobilier du monde d'après. Bon, ça, c'est effectivement... Alors, c'est presque une palissade de dire ça, parce que tout le monde l'a dit, le monde d'après, etc. Ou après le monde, enfin, peu importe. Et vous avez un data scientist chez vous, qui est docteur, d'ailleurs, je crois, en data scientist. Je ne me rappelle plus son prénom, c'est Monsieur Lefebvre, je crois, il me semble. Thomas Lefebvre, notre directeur scientifique. Voilà, il est directeur docteur scientifique. Il a été doctorant. Il est docteur. Qui est docteur, il était doctorant, Thomas Lefebvre, qui avait écrit, donc, en plein Covid, que le marché s'était tout simplement arrêté. Arrêté, et ça lui a valu une levée de bouclier quand même assez importante. Vous vous souvenez, je suis obligé de faire mon journaliste, Thibaut, donc forcément à un moment donné on n'a pas compris en fait pourquoi quelqu'un qui est censé avoir on va dire la connaissance de la donnée ou d'avoir une approche macroéconomique du marché pouvait être si catégorique dans le fait que le marché s'était arrêté. Heureusement, les choses l'ont contredit, puisque le redémarrage on-off a quand même plutôt bien fonctionné. Moi, la question que je voulais vous poser, justement, c'est d'abord que vous nous éclairiez sur ces positions parfois un peu hasardeuses, on peut le dire, et selon vous, quelles sont les tendances post-Covid de ce fameux monde d'après dont vous avez parlé en septembre dernier ? Alors, Thomas a annoncé et a fait cette annonce-là, je pense, on était en mars 2020. Bon, premier confinement, on ne sait pas ce qui nous tombe dessus. Tous les secteurs de l'économie sont à l'arrêt et tout le monde se dit « Ok, qu'est-ce qui va se passer ?» La Banque de France fait des projections de montée du chômage à juin 2021 qui monte à 12%. On parle de données macroéconomiques. Thomas a pris toutes ces données macroéconomiques, celles que nous avons, nous, et celles qu'on peut trouver et qui étaient disponibles et qui étaient faites par d'autres organismes à l'époque, pour dire, basé sur ces données-là, les fondamentaux du marché vont bouger, le marché est à l'arrêt. Bon, le marché a été à l'arrêt. 2 mois, 3 mois, il y a eu une reprise dès juin, c'est vrai, mais en mars 2020, qui aurait pu le dire ? Donc nous, notre travail, c'est d'être les premiers et les pionniers dans cette capacité à analyser les données qu'on a à un instant T pour établir des chiffres et dire des vérités. À l'époque, c'était le cas.
3 mois après, et tant mieux, il y a eu un rattrapage du marché. Arrivé à la fin de l'année, en 2020, on a fait plus d'1 million de transactions dans l'ancien, donc le marché a repris. Et ça, c'était super. Si je puis me permettre quand même, je pense qu'on est vraiment là sur le cœur du sujet. Et alors à Rennes, je pense que ce que je vais dire, ça va pas être forcément très apprécié. Et ça rejoint peut-être la réflexion d'un agent immobilier au moment de la naissance de meilleurs agents. Au-delà même de la gestion de la data, c'est est-ce que la data peut remplacer l'humain ? Là, vous nous dites, oui, les datas qu'on avait à ce moment-là, à l'instant T, elles disaient ça. Les choses ont évolué. Mais c'est un peu le sujet aussi. Est-ce que la critique qui n'est pas principalement faite à meilleurs agents et à d'autres, qui ne se servent que de data, et qui finalement se passe au détriment de l'humain, de l'agent immobilier lui-même, dans sa perception, dans l'évaluation du bien, etc., est-ce que finalement, ce n'est pas la limite de l'exercice ? Mais si Marie, mais il y a 2 réponses à ça. La première, c'est notre capacité à établir des indices de prix immobiliers, des prix immobiliers sur l'ensemble du territoire pour aider les particuliers dans cette phase en amont de leur projet immobilier. Avant de vendre un bien immobilier, il va se passer 9 mois. Vous dites systématiquement en amont, parce que vous ne voulez pas dire qu'on peut se passer d'un agent immobilier, mais le fait est que meilleurs agents a permis à beaucoup de particuliers de se croire agent immobilier et de se passer d'un métier. Alors c'est ce qu'on disait ce matin dans notre conférence de presse, donc merci de nous en parler. Et ben voilà, vous auriez dû venir. Notre conférence globale, qui était d'ailleurs pleine, c'est que dans ces 9 mois, il y a l'accès aux outils digitaux est tellement important pour les particuliers qu'ils ont l'impression de pouvoir s'en occuper tout seuls. Exactement ce que vous dites, ils sont 70% à dire je vais y arriver tout seul. Mais je suis la France. Mais 80% d'entre eux disent je vais quand même avoir besoin d'un professionnel de l'immobilier à un moment donné. Peut-être pas tout le temps. Et nous, meilleurs agents, c'est pour ça que je dis on les aide en amont. Depuis le début, vous faites une estimation sur le site Meilleurs Agents, il est écrit. Cette estimation ne vaut pas la visite d'un agent immobilier qui saura bien affiner votre bien. Non, vous faites l'estimation, vous le voyez en grand, et il n'y a que ça d'écrit sur la page, le temps d'avoir le résultat d'estimation. J'ai testé, et c'est tout à fait juste. À aucun moment, le positionnement du style « je fais le métier de l'agent » n'est vrai. Il y a 2 choses. Alors, d'une part, moi, les scénarios qui ont été faits au début, qui sont des scénarios qu'on pourrait dire théoriques, faits par Thomas Lefebvre. Alors moi, il ne me choquait pas spécialement parce que, en plus, au début, on n'avait pas le quoi qu'il en coûte quand même. Donc ça aussi, ça a quand même largement changé la donne de toute l'économie française. Bien sûr. Et on peut faire des scénarios catastrophes. À la limite, on peut toujours s'amuser à faire des scénarios catastrophes. Et évidemment, personne n'avait envie d'être le premier à annoncer les mauvaises nouvelles. Donc c'était plus facile de taper sur le messager. Mais ça, c'est classique. Admettons, mais je pense que le débat il est passé. Par contre, sur effectivement, est-ce que la data, je pense que se contenter de la data, c'est une erreur. Oui. Et effectivement, ça m'amuse beaucoup si les gens se prennent pour un agent immobilier parce qu'ils ont juste une estimation de fourchette de prix, ils savent pas ce que c'est que de vendre un appart. C'est-à-dire qu'il faut gérer les visites, il faut gérer les documents, il faut gérer les pièces, il faut trier les acquéreurs. Non, mais on est d'accord, mais le fait est qu'ils le font quand même. Mais je pense que c'est se contenter juste de la data, c'est n'avoir qu'une partie de l'info. Oui, et alors ils le font pas tant que ça parce qu'on voit que depuis 10 ans, la part de transactions immobilières intermédiaires a pas bougé, elle est toujours de 70%. Non. Donc il n'y a pas eu de plus en plus de transactions qui sont faites avec les particuliers. Et aujourd'hui, un particulier sur 2, c'est vrai, au début de son projet, va vouloir vendre par lui-même. Mais sur ces 50% de particuliers, il y en a un tiers qui finalement passera par un professionnel, par une agence immobilière. Et finalement, c'est 30% de transactions qui sont faites entre particuliers. Et ils vont au prix que lui annoncent ses meilleurs agents ou pas ? Alors justement, non mais ces chiffres-là de tendance, vous les avez comment ? Une fois sur 2, justement, un tiers d'entre eux... Alors ça, c'est le résultat de l'étude qu'on a faite avec Harris Interactive et pour laquelle on communiquait les résultats ce matin. D'accord. Sur quel auprès de 1500 vendeurs. Sur 1500 vendeurs. 1500 vendeurs. D'accord. Bon, vous savez que cette année, historiquement, le record de transactions va être... c'est incroyable. Pas sûr. Bon. Pas sûr. Moi, je dis, Laurent Vimon, le patron de Century 21, nous dit on sera au-delà du million sans doute, mais on fera peut-être pas un nouveau record historique. On sera parmi les meilleures années, mais peut-être pas entre 1 million historique. et 1 million 100. Voilà, pour Marie. Okay. Ce sera donc pas un record. Moi, je dis entre 1 million 100 et 1 million 2, qui dit plus haut. Voilà. Moi, je dis entre 1 et 1,2, donc comme ça, on fait la entre 1 et 1,2, on va toucher Drouan. Moi, je n'arrive pas. Et entre 1 et 2, on va toucher Drouan. Merci, meilleur agent. Sur 12 mois glissants, on est quand même déjà à 1,2 million. Donc il faut voir ce qui va donner. À fin mai, on était à 1,2 million. Mais ce qui s'est passé depuis l'été et la rentrée de septembre, c'est quand même un petit ralentissement. Alors justement, merci Marie. Voilà, que ferais-je sans elle ? Alors, vous avez exprimé votre position quand vous avez fait cette conférence de presse du Monde d'après, avec une analyse qui est prédictive, que j'ai trouvée plutôt vraiment intéressante. On a fait beaucoup d'émissions avec mes amis Virginie et Marie sur ce qu'on a appelé l'exode urbain. Force de constater, vous êtes d'accord,
il n'a pas vraiment eu lieu de façon sensible. Il n'y a pas eu des mouvements massifs de population qui ont fui. Mais Paris ne va pas se vider de ses habitants. On est d'accord. Mais par contre, les gens bougent. Les gens bougent énormément et beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais sensiblement. Parce qu'il n'y a pas que Paris. Oui, non, mais il y a alors, le reste de la France. Alors, justement, je vais terminer sur ce que je disais. Effectivement, l'exode urbain avec les tendances, avec conjointement une politique qu'on a appelée la politique de développement de cœur de ville, notamment le plan Action Cœur de Ville sur 222 villes qui avait été initié à l'époque avec Jacques Mézard, qui a été remplacé par Jacqueline Gouraud. Sur cette approche justement de cet exode urbain qui peut peut-être déstabiliser les prix ou alors donner des nouvelles données qui analyseraient différemment ce qu'on a appelé effectivement les cœurs ou les emplacements, par exemple parisiens, lyonnais, bordelais, marseillais ou autres. Est-ce que cet exode ne va pas quelque part auto-réguler ou faire baisser enfin, et ce serait plutôt une bonne nouvelle pour les classes moyennes, les prix un peu plus vers le bas? Est-ce que vous le constatez chez Meilleurs Agents ou pas du tout? Où il n'y a pas de débat? Donc quand on parle du monde d'après, il y a effectivement un changement de dynamique où on se rend compte qu'aujourd'hui ce ne sont plus les cœurs de ville et les 10 plus grosses agglomérations de France qui vont pousser et donner la tendance et le là sur l'évolution du marché immobilier. Ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on pressent durer quand même, c'est une sorte de rééquilibrage dans les zones géographiques, les zones françaises qui vont aussi donner un peu le là sur l'évolution des marchés. Et aujourd'hui, on le voit notamment sur ces zones périurbaines, notamment dans les zones rurales, les zones périurbaines, quelques zones de résidence secondaire qui tirent aussi les prix vers le haut. Certaines villes au-delà du top 10, mais dans le top 50 des grandes villes françaises qui continuent d'avoir une très très belle croissance. Avec, dans les 10 plus grandes villes, des dynamiques un peu différentes aussi entre Paris qui a légèrement baissé sur ces 12 derniers mois, mais d'un autre côté, des villes comme Strasbourg ou comme Marseille qui ont aussi, pour le coup, bien progressé de l'ordre de 7%. Exode urbain, y a-t-il finalement ou pas, Marie? Exode urbain, oui ou non? Moi, je partage l'idée qu'il y a une volonté d'exode. Après, le passage à l'acte, il n'est pas si massif que ça, oui. Mais il y a une volonté d'exode. Il y a des gens qui réussissent à le faire. On en parle effectivement assez régulièrement sur l'arrivée du télétravail et la possibilité qu'ont les gens de s'éloigner un tout petit peu des grandes villes. Paris, c'est le meilleur exemple, mais Lyon est un très très bon exemple aussi. Donc effectivement, partir un tout petit peu en périphérie, ces espèces de sauts de puce, ça existe pour de vrai et ça se passe en ce moment. Après, pour autant, je ne crois pas, Sylvain, que ça va permettre à des marchés qui étaient excessivement chers de devenir abordables. On le voit à Paris, les prix ont un peu baissé. Mais là, aujourd'hui, tous nous disent globalement, on est en train de se stabiliser. On va en gros se stabiliser autour de 10 500 € du mètre carré à Paris. Personne ne va me dire ici, c'est bon, c'est pas cher, j'arrive. C'est pas possible. Mais ça va être le prix parisien. On va trouver le juste prix. Alors, pas pour moi, évidemment, mais ça va être le juste prix de Paris. Et je pense pas qu'on va avoir un effondrement des prix dans les métropoles. En revanche, on a là une explosion des prix dans les villes qu'on ne voyait pas venir où il y a peu de temps. Je pense à Angers, à Limoges, à Saint-Étienne, des villes qui étaient très peu chères, très accessibles et qui aujourd'hui affichent des hausses de prix à 2 chiffres. Et ça pose un vrai problème en ce qui concerne parallèlement le pouvoir d'achat immobilier des gens qui y habitent. Parce que moi, à Paris, oui, évidemment, j'ai un pouvoir d'achat considérable à Limoges. Mais ceux qui vivent sur place et qui voient les prix augmenter, parce que, alors, pas forcément que des Parisiens, mais ils ont tout un tas d'habitants venus d'ailleurs qui font progresser les prix. Et c'est d'ailleurs pour ça que le niveau de transaction est en train de légèrement se tasser, parce qu'on a atteint un tel sommet des prix que le pouvoir d'achat immobilier ne suit pas, l'accès au crédit ne suit plus. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est à la limite du redémarrage spectaculaire de l'immobilier et des mouvements de population qu'on a connus en post-premier confinement, et qu'aujourd'hui ça va se calmer, je pense. Réaction, Thibaut Rémy? Je suis d'accord avec ce que vous dites, Marie. Donc, on a les chiffres qu'on a et les données, les analyses de l'équipe scientifique sont concordants et on va dans le même sens. Il y a une très forte croissance. Après, le pouvoir d'achat, pour l'instant, c'est très précis et on le voit vraiment sur Paris et sur Lyon et dans les très très grandes villes où il peut y avoir ce sujet-là. C'est moins le cas quand même dans les grandes villes où aujourd'hui on continue d'avoir un délai du crédit qui s'est vraiment allongé, qui est vraiment très long, des taux qui restent très bas et qui permettent aux acquéreurs d'accéder à ces biens. Alors ça se fait au profit des vendeurs et donc des prix qui augmentent, plus que de pouvoir acheter plus grand, mais on peut quand même acheter suffisamment grand dans ces villes-là encore.
Alors justement, on va parler de ces villes moyennes, Virginie, qui tirent un peu leur... quelles sont les premières villes aujourd'hui qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui Là, je pense qu'il faut demander à Thibaut plutôt. Mais... Alors non, mais on sait que... plus que des villes, ce sont il y a déjà des régions. On sait que toute l'ouest, la façade atlantique, du nord au sud, Manche incluse, toute cette façade-là, elle est plutôt dynamique. Donc on voit des villes comme Rennes, des villes comme Nantes, des villes comme Angers, des villes comme La Rochelle qui drainent de la population. Et puis après, il y a tout un tas de petites villes. Nous, on est en train, un challenge, de faire des enquêtes sur le terrain. On a commencé à regarder un peu ce qui se passait et on a demandé justement aux journalistes d'aller voir quelles étaient les villes qui émergent autour de telle ou telle grande ville. Et là, on a vu apparaître des noms. Si vous n'êtes pas originaire de la région, vous vous dites, il y a 36 000 communes en France, donc vous avez 36 000 découvertes à faire. Moi, ce qui est important, je pense, et là c'est c'est une vraie tendance de fond qui pèsera ou pas sur les prix, et les prix ils vont s'ajuster, ils vont évoluer, ils augmentent un peu parce qu'il y a un peu plus de demande, et puis quand la demande va se calmer, ils vont rebaisser un petit peu. Enfin, tout ça, ce sont des jeux d'ajustement. Ce qui est important, je pense, c'est que les gens là, ce qui a été le traumatisme presque de la pandémie, c'était d'être enfermés. Donc, si vous faites 5 km de plus, 10 km de plus, mais vous avez un cadre de vie correct, ou si jamais, si vous n'avez pas accès au télétravail, si jamais vous êtes de nouveau obligé d'être coincé chez vous, il vous faut un cadre minimal. Et ça, je pense que les gens, par contre, ne sont pas prêts à revenir là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas dans un exode, les villes ne se vident pas. Parce qu'en plus, il y a besoin de services, de commerce, d'écoles, de santé, d'équipements, tout ce qu'on veut, de services publics. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on entend encore des discours sur la métropolisation, l'hyperconcentration, je pense que là, on se trompe parce que justement, les gens ne veulent plus de cette hyperconcentration parce qu'elle a été pénible, elle a été traumatisante. Et la demande aujourd'hui, c'est de faire revenir des services publics notamment qui ont été supprimés à la hache. Les gens ne se disent simplement, on ne demande pas à être à 50 km, on demande à être à 10-15 km. C'est tout à fait suffisant. Ça me permet encore aujourd'hui de travailler. Oui, c'est encore une civilisation de la voiture, mais en même temps, il y a eu le développement quand même d'infrastructures et de transports en commun. Et donc toutes les villes qui ont cette dynamique, qui regardent au-delà de leurs frontières stricto sensu et qui sont dans une conception du territoire plus large, avec des services plus larges, avec des pôles d'activité qui sont peut-être thématisés, ces villes-là, et on peut aussi penser à redispatcher des universités, des grandes écoles. Il y a plein de moyens de redynamiser des territoires. Et je pense que ce que les gens demandent, c'est qu'on fasse revivre ces territoires. Ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter Paris pour s'installer dans le Larzac. Évidemment, c'est faux. Mais voilà, et les prix, ils s'ajustent ensuite en fonction de la conjoncture, de l'offre et de la demande. Thibaut Hémy ? Oui, alors c'est exactement ce que vous dites, ce qu'on observe sur une année glissante. La zone qui a le plus progressé, c'est ce qu'on appelle la zone rurale, par opposition aux unités urbaines qui sont en fait une continuité du bâti. Et donc cette zone-là, elle représente quand même 30 000 communes. Et donc quand on creuse dans ces 6,4% de croissance de ce qu'on appelle les zones rurales, on peut faire 3 grandes zones. La première, qui sont les zones périurbaines, exactement comme vous venez de décrire, Virginie, qui sont vraiment en périphérie des grandes villes et qui, elles, bénéficient d'une croissance de quasiment 2 chiffres. On a 9,8%. Des prix immobiliers sur une année glissante. On a les zones avec une prépondérance forte de résidences secondaires. Et donc là, on retrouve le littoral atlantique notamment, qui, là aussi, a une croissance de l'ordre de 10%. Même 12% sur les zones résidentielles qui sont dans le littoral. C'était 10% pour la mer et pour la montagne et la campagne. Et par contre, le reste du rural, qui représente quand même une grande partie du territoire, lui, n'a que très peu augmenté sur 12 mois. On est de l'ordre d'1,5%. Donc il faut être capable aussi de bien identifier et de bien différencier à l'intérieur de ce qu'on appelle les zones hors des grandes villes, celles qui sont vraiment dynamiques. Mais ce sont celles que vous avez décrites. Alors justement, vous avez parlé, Marie et Virginie l'ont dit, alors effectivement, il y a des territoires qui ont la cote aujourd'hui. Effectivement, on a parlé de la façade atlantique, par exemple, qui a vraiment la cote. Et tout ça est en lien avec ce qu'on appelait le boom des résidences secondaires.
malgré effectivement les récentes positions de la ministre du Logement, d'ailleurs qui est revenue là-dessus, puisque vous vous rappelez, la ministre du Logement a annoncé que avoir une résidence secondaire était un non-sens écologique. Elle a un peu revenu sur ses paroles. Comment vous l'expliquez, vous, cette appétence des Français? Est-ce que, je vais aller plus loin, est-ce qu'il n'y a pas dans le Covid un effet d'accélération sur finalement cette approche plutôt protectrice entre guillemets de la pierre dans le comportement d'achat, qui fait que finalement cette allocation d'actifs immobiliers pendant cette période de confinement et à la reprise a été hyper résiliente finalement quand on la compare par exemple avec d'autres secteurs d'activité? Ah oui, alors il y a plusieurs points. La pierre, une valeur refuge, c'est sûr, et je pense que ça a aussi été une des raisons pour lesquelles le marché immobilier s'est plutôt bien tenu aussi pendant le Covid, pendant la crise sanitaire. Et on a fait une année tout à fait honorable en 2020, on était à plus d'1 million de transactions. Donc c'est sûr, ça a joué un effet dessus. Après, sur la partie résidence secondaire, dont certaines sont peut-être des pavillons qui étaient visés par la ministre, mais ça, sans revenir dessus. On parle quand même d'une toute petite partie des Français, 12% des Français ont des résidences secondaires. Donc on n'est pas sur le marché en général et sur une tendance globale. C'est quand même significatif, 12% des Français, oui. Ah non, mais du coup, il faut l'observer, il faut le regarder. Et on a le concept pour ces Français qui ont la chance d'avoir des résidences secondaires de résidences semi-principales. On a même, merci qui font arriver, parce que pour ceux qui ont la chance d'avoir une résidence secondaire, pouvoir du coup envisager de s'installer et de travailler plus longtemps de chez eux depuis leur résidence secondaire où a priori ils ont plus d'espace, effectivement c'est parfait pour eux. Mais de là à généraliser une tendance de fond, déjà il faudrait que ce soit des entreprises et que leurs entreprises leur permettent de faire du télétravail suffisamment longtemps pour pouvoir habiter aussi loin. Aujourd'hui, les Français qui nous disent qui ont une résidence secondaire et qui souhaitent l'utiliser plus, c'est 1 sur 2. Donc c'est beaucoup parmi ceux qui ont des résidences secondaires, dans l'hypothèse où leur employeur leur permet de travailler plus de 2 jours par semaine en fait, depuis cette résidence secondaire, ce qui ne va pas non plus être généralisé, en tout cas à très court terme, dans l'ensemble des sociétés en France. Alors quand on voit les chiffres, Marie, de la transaction cette année, qui vont être, on va dire, très élevés, est-ce que quelque part, ça veut dire qu'on est sur un marché extensible, qu'avec la pression démographique, de toute façon, il y aura toujours une évolution de ce marché? Je rappelle simplement que dans les années 2015-2016, on était à entre 600 et 700 000 transactions. Est-ce qu'il n'y a pas une prospérité un jour qui va stopper? Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, aujourd'hui, un cycle qui va s'inverser quand on voit les choses? C'est pas ça, c'est à un moment, il y a une question d'offre et de demande. Il n'y a pas assez de logements en France, en fait, on va dire les choses. Il n'y a pas assez de logements en France. Donc à un moment, oui, à un moment, mais bon, à partir du moment où on se les échange dans l'ancien, pourquoi il y a des scores aussi spectaculaires dans l'ancien? Parce qu'on ne construit plus. Enfin, on ne construit pas assez. Donc forcément, ça porte aussi le marché. Moi, combien j'ai eu d'agents immobiliers qui sont venus à BFM en nous disant « Finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça marche pas bien dans le neuf. Parce que moi, je vends plus. Bah ouais, je trouve pas dans le neuf, je vais acheter dans l'ancien. » Et le problème, c'est qu'à un moment donné, non, c'est pas extensible en fait. Et donc, on a besoin de construire du logement. Et c'est toujours le problème. Pourquoi les prix augmentent? Oui, parce qu'on demande beaucoup, mais parce qu'il n'y a pas d'offre derrière. Donc non, à un moment, c'est pour ça que je disais on va atteindre les limites de l'exercice. C'est que là, on se rend pas bien compte, je crois, de l'ampleur de la crise qu'on a sous le nez depuis des années et qui, juste là, est en train de devenir très grave, en fait. Quand vous voyez qu'on atteint des chiffres de construction de logements aussi faibles par rapport à la demande des Français et à l'envie, là Thibault parlait de valeur refuge de l'immobilier, ça a été encore plus vrai pendant cette crise sanitaire, ce besoin de bien se loger, etc. C'est devenu tellement important. C'est au-delà du produit de première nécessité même maintenant aujourd'hui. Et le problème, c'est que personne ne s'en rend bien compte aujourd'hui. Il faudra voir pendant l'élection présidentielle si on en parle davantage. Je sais pas. Est-ce que une réaction peut-être, Virginie? Non, je suis parfaitement d'accord avec Marie. C'est-à-dire qu'effectivement, la faiblesse de la construction neuve, pas tant sur le secteur de la maison individuelle que sur le secteur du collectif, des appartements. Ça, les appartements, il y a un coup de frein manifeste et de toute façon, ça va poser problème à terme. Ça, c'est évident. Marie a raison. Et finalement, c'est une double peine parce que pression démographique, certainement. Oui. Zéro artificialisation nette. On en a fait plein d'émissions sur le sujet. On ne veut plus d'étalement urbain. Moi, je pose une question. Enfin, comment on fait pour loger les Français? Est-ce qu'effectivement, si aujourd'hui, par exemple, et on peut l'appeler de nos voeux, il y aurait une construction qui est adaptée au flux démographique et aux besoins que rappelait Marie. Ça s'appelle adapté ça s'appelle le commissariat au plan. Il y en a un d'ailleurs, commissaire au plan, et on se demande bien ce qu'il fait. On se demande bien.
Ou alors peut-être la création d'un grand ministère de l'habitat, comme c'est prévu dans le manifeste non, de mais il n'y a pas Nice. besoin d'un ministère, il n'y a pas besoin de créer des choses, il suffit de prendre celles qui existent souvent. Il y a un commissaire au plan aujourd'hui qui est censé travailler sur la prospective et notamment les conditions de vie et de développement du pays. On attend son travail, mais je ne vois rien venir. Et vous savez Anne que Massoran. mon frère François. Le regretté Lionel Stoléru, le père d'Emmanuel Vargon, était le grand inventeur du commissariat au plan. Était l'un des grands commissaires au plan sous la présidence de Georges Pompidou, par exemple. Lionel Stoléru, voilà, qui est un grand politique. Alors justement, Thibaut Rémy, bien évidemment, si demain matin on fournissait un stock suffisant de logements neufs dont on a besoin, y compris le logement social, l'impact sur le prix serait mécanique, évident. On parle de données macroéconomiques, donc avec des si, on peut faire des belles projections. Donc le plan, maintenant, il faut les faire. Le plan d'Emmanuel Vargon, c'est 250 000 logements sur les habilitations des logements, sur le logement social. Et c'est une relance, effectivement, de la construction de logements neufs. Donc il faudrait à peu près construire 500 000 logements. Ça fait depuis 2017 qu'il nous propose un choc de l'offre. Donc il faudrait à peu près 500 000 logements. Moi, la question que je vous pose, c'est que d'un point de vue macroéconomique, forcément, ça aurait un impact sur les prix et ça permettra à des classes, encore une fois, pas forcément des classes moyennes, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que du coup, les métropoles ou les grandes villes seraient un peu plus abordables. On freinerait cette augmentation graduelle des prix qui devient oui, sauf folle. Si tout le monde veut la même chose. Oui, ou dans le même espace. Oui, effectivement. Si tout le monde veut habiter boulevard Saint-Germain au même endroit, c'est clair que ça va. Où vont être construits ces logements. Oui. Il faut qu'ils soient construits. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle norme en termes de volume de transactions annuelles en France, ça va être autour du million maintenant. Dans l'ancien. Ouais. Dans l'ancien. Dans l'ancien. Oui. Mais si on devait aujourd'hui chiffrer, Marie, le nombre, le volume de construction neuve qu'il faudra en France. Parce qu'on dit 500 000. C'est pas moi, on a toujours dit 500 000, on a 300 000 aujourd'hui. Voilà. Donc déjà, le gap, il est considérable. Mais oui, mais c'est 500 000, c'est pas 500 000 partout en France. C'est 500 000 là où on en a besoin. Et elle a raison, Virginie. Ça sert à rien de construire partout. Et effectivement, la lutte contre l'artificialisation des sols n'est pas complètement idiote. Je suis pas en train de dire qu'il faut construire partout, tout le temps. Et voilà. Après, il y a quand même une réflexion à avoir. Et Virginie a parfaitement raison. Il y a des experts qui sont payés pour faire ça. Et à un moment donné, on se dit, mais où sont-ils ? Et je suis parfaitement d'accord avec Virginie. Et ça, c'est un vrai sujet. Et pareil, sur les villes, oui, il faut construire dans les grandes villes où c'est extrêmement tendu. Malheureusement, le foncier, lui, il n'est pas extensible à merci. Et il y a plein d'idées. Alors, vous allez me dire que je suis rêveuse et idéaliste, mais par exemple, on a beaucoup parlé du foncier aérien. Je trouve ça extrêmement poétique. Et quand vous avez des... Non, mais c'est vrai, c'est très beau, la surélévation. Mais construire un peu plus en hauteur. Construire plus en hauteur. La surélévation. Des milliers de mètres carrés, des millions de mètres carrés disponibles dans les airs. Mais être propriétaire d'un appartement au 4e étage, au 3e ou même au 2e, c'est être propriétaire d'un cube d'air quand même, quand on y réfléchit. Ouais, alors, même si voilà. Être locataire d'un cube d'air, c'est pas mieux non plus. Je préférerais être propriétaire de mon cube d'air. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Je suis bien d'accord. Est-ce que c'est une prophétie, ça peut-être? Alors, je voudrais qu'on écoute, on a fait un petit reportage sur la météo immobilière. Est-ce qu'en régie, c'est bon? On peut lancer le reportage. Et je voudrais qu'on le commente ensuite. On l'écoute. La météo de l'IMO. Par Bien Ici. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter la première édition de la météo de Bien Ici. Je vais vous présenter quelques chiffres qui concernent le mois de septembre 2021. Voici les tendances. Primo, sachez que 36% des annonces publiées qui concernent des appartements à vendre en septembre proposent une prestation extérieure de type balcon ou terrasse, soit un peu plus d'1 sur 3. Il faut savoir que depuis la crise sanitaire, la présence d'un espace extérieur est un critère qui passe avant la localisation du bien. Côté location, pour les nouvelles annonces publiées au mois de septembre, environ 1 sur 6 proposait un espace extérieur. Secondo, un autre chiffre intéressant. Malgré une offre en baisse sur les appartements à vendre depuis 1 an, on observe sur septembre un rebond de la pression. Quant à la demande de plus de 11% comparée à septembre 2020. Il y a bien sûr des disparités entre les villes. Paris intramuros affiche une baisse sensible de sa pression. Jusque-là, rien d'étonnant au vu du nombre d'agences immobilières qui vous appellent tous les 4 matins pour savoir si votre recherche d'appartement d'il y a 2 ans est toujours d'actu. A l'inverse, à Bordeaux et Marseille, la pression augmente et ce n'est pas dû
aux substances alcoolisées que sont le vin de Bordeaux et le pastis. Et enfin, à Nantes et Lyon, assez populaire depuis la crise Covid, la recherche tend à diminuer. Mais attention à interpréter avec des pincettes, car ça s'explique notamment par une augmentation de l'offre disponible qui vient absorber la hausse des personnes en recherche. Tertio pour votre parfaite information. Et croyez-moi, vous vous coucherez moins bête ce soir. Sachez que les personnes qui consultent les annonces immobilières passent environ 1 minute sur chaque annonce. Cette durée moyenne est en baisse depuis 2020. Et oui, ça s'explique notamment par l'utilisation croissante des smartphones. Toujours plus loin et surtout toujours plus vite pour l'Homo sapiens sapiens. Forcément, qui dit recherche de rapidité, dit qu'il est crucial de proposer des visuels qualitatifs plutôt que de rédiger un descriptif trop détaillé que les gens ne liront pas. Donc, un conseil pour les agents immobiliers, faites de belles photos. En effet, les annonces qui proposent 6 à 10 photos génèrent beaucoup plus de demandes que celles qui n'en proposent que 2. La météo de Limo, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et si vous en voulez encore, il faudra patienter jusqu'au mois prochain. Merci à tous. La météo de Limo, par Bien Ici. Voilà, c'était notre journaliste Jody Leclerc. Etc. Alors justement, voilà, c'était bien, c'était intéressant cette petite météo. On voit bien une décongestion quand même des métropoles. Alors je voudrais juste, Virginie, si vous voulez bien, accueillir sur le plateau voilà, une irruption. Pour une fois qu'on a un politique qui fait irruption sur le plateau, on est ravis, on prend, mais il est entré, il faut qu'il assume, il est rentré sur le plateau, donc il ne peut pas en sortir, surtout avec Marie à côté. Député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, président du Conseil national de l'habitat, Michael Nogal nous a rejoint. Salut Michael. Salut Sylvain. Comment ça va ? Je m'incruste totalement. Non mais c'est intéressant justement parce qu'on vient d'entendre... En plus, il a chouré ma place. Alors, on vient d'entendre une météo d'étau tournée par Jody Leclerc, notre reporter, sur justement l'influence et l'impact sur les prix et notamment sur le stock. On voit quand même que les grandes métropoles aujourd'hui sont alors on va pas dire à la traîne. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des alternatives et les marrons sont tirés du feu par des villes moyennes dont on croyait effectivement que les rapports démographiques n'étaient pas forcément les bons. Il y en a même certaines qui ont retrouvé des couleurs. Je prends le cas de Dijon qui a toujours eu un bon rapport démographique, qui l'a encore plus. Toulouse, la ville aussi que vous connaissez bien. Ça vous évoque quoi, justement, toutes ces informations ? Est-ce que on parlait tout à l'heure d'Exode Urbain avec Thibaut Rémy, le président de Meilleur Agent, où on dit, bon, les chiffres sont quand même assez significatifs. C'est une réalité selon vous ? Je pense que c'est une réalité. Je ne sais pas si on peut parler d'exode urbain, mais en tout cas, si on arrive à allier à la fois, à répondre aux aspirations des Français qui nous disent vouloir un peu plus d'espace et en même temps revitaliser des territoires qui ont longtemps été oubliés et donc avoir un développement des territoires plus harmonieux que par le passé, moi je vois ça de manière plutôt positive. Et on voit d'ailleurs les modes de travail qui évoluent. La crise est évidemment passée par là. Mais je crois que demain, je ne pense pas qu'on aille vers la fin du bureau. Par contre, 1 à 2 jours de télétravail dans la quasi-totalité des entreprises, en tout cas de services notamment, ça je pense que ça va devenir une réalité. Et ça implique d'ailleurs, et je rencontrais une start-up sur le salon Rent qui propose aujourd'hui de signer des baux type loi 89, mais en étant par exemple à Paris 2 à 3 nuits par semaine et le reste de la semaine chez soi. Donc moi en tant que député, je partage ma vie entre Toulouse et Paris, je pourrais comme ça me loger plus facilement à Paris que je ne le fais aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a aussi avec ces évolutions de nombreuses innovations et je suis ravi d'être sur le salon Rent et dans ma 2e maison qui est Radio Imo pour participer à ça. Merci à vous. Du coup, vous ne voulez Virginie. pas créer une proposition de loi pour le bail Nogal pour pouvoir assouplir un peu la législation et faire... Alors, puisqu'on ne peut pas signer un bail mobilité dans ce cadre, il va falloir recréer encore un nouveau modèle de bail. On a fait par exemple, on a puisque fait vous citiez cet exemple. Bien sûr. Mais vous savez que Virginie, il y a un produit financier qui porte le nom de Michael Nogal quand même, déjà. Non, mais un produit financier. Ah bon, lequel ? Le produit de garantie de loyer impayé. Ah oui, le produit, oui. La nouvelle génération de garantie de loyer impayé. Ah oui. Absolument. C'est vrai. Oui, non, mais là, on parle de c'est vrai sur le. En fait, c'est marrant parce que quand on a fait le bail mobilité dans la loi Elan, on n'avait pas anticipé tous les changements auxquels on est en train d'assister aujourd'hui. Donc, en effet, on a fait un bail mobilité en considérant qu'on avait parfois besoin de se déplacer entre 1 et 10 mois ailleurs
dans une autre ville. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question de la vie partagée entre deux villes. Et ça, je crois que c'est une vraie tendance Ou alors vous qui l'appelez va se bail confirmer. partagé. Le bail partagé, ça pourrait être un outil législatif. En tout cas, on verra si déjà il y a une offre un peu qui se développe et qui nécessite des aménagements législatifs. Mais Thibaut, pourquoi pas? Quelques réactions sur ce qui a été dit? Qu'est-ce que ça vous Alors, évoque? Moi, je trouve que tout ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir faciliter la vie des Français dans cette évolution des modes de vie, c'est parfait. Après, avant de voir des vrais, de parler d'exode urbain et de voir des vraies tendances concrètes, je pense qu'on va attendre un peu. Mais je suis ravi d'échanger et de participer à cette discussion qui est un peu loin de nos bases, mais ça fait plaisir de pouvoir parler d'autres choses de temps en temps. Loin de vos bases, vous, meilleur agent, mais ça reste dans l'environnement de la fabrique de la ville, de l'accès au logement, qui est un vrai problème dans notre pays, parce que c'est un fléau social aujourd'hui, le logement. Il faut le savoir. Le produit dont je parlais, il s'appelle Lagon. Vous saviez ça? Le produit s'appelle Lagon. Lagon, c'est ça? Oui, Lagon. Voilà. Non, Lagon, en fait, c'était pour l'anecdote. Voilà. Lagon, donc Nogal à l'envers, c'était le nom de code chez BPCE qui a travaillé sur le nouveau produit de garantie loyer impayé. Et donc, ils ont travaillé pendant 2 ans sur le sujet et leur nom de code en interne, le projet, c'était Lagon. Voilà. Parce que inspiré de mes travaux à l'Assemblée. Voilà. Inspiré de vos travaux. Donc, la loi, je sais que je vous ennuie avec ça, mais la loi n'a pas été votée, enfin, elle n'a même pas été présentée. Par contre, le produit... J'ai bon espoir, on parle avec la ministre, j'ai bon espoir qu'elle le soit sur un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, donc je ne peux que vous inviter à voter pour Emmanuel Macron. On va attendre un tout petit peu. Détendante. Voilà, il nous reste 5 minutes, j'aimerais vous donner la parole, Thibaut Rémy. On a bien compris le métier de meilleur agent, où vous avez de toute façon, quoi qu'on en dise et quoi que les détracteurs aient pu dire sur meilleur agent, vous avez rempli un vide. Et aujourd'hui, vous faites définitivement partie du marché, je vous le dis. Vous êtes un des éléments les plus importants. Et il y a exactement 3 ans, jour pour jour, on avait travaillé avec Radio Imo sur le prix du service client et vous étiez champion toute catégorie là-dessus. On avait même poussé l'expérience qu'a testé nous-mêmes. Et je me suis prêté aussi au jeu et c'était remarquable. C'était très intéressant parce qu'en fait, on s'était même livré à un exercice en appelant les agents immobiliers sur des annonces en ligne et on évaluait le nombre d'agents immobiliers qui nous rappelaient dans les 24 heures. Voilà, il y en avait 2 sur 10, pour vous donner une idée. Et quand on a travaillé avec Meilleur Agent sur justement l'évaluation en ligne, la façon dont la relation était amenée ensuite à l'agent immobilier, on était quasiment sur du 8 sur 10. Donc, un rapport totalement inversé. Donc il n'y a pas photo. Vous avez, vous, meilleur agent, je vous le dis, et vous ne m'avez pas payé pour le dire, c'est de vous dire que le service que vous avez apporté a upgradé en qualité l'exercice de l'agent immobilier. Donc ce que je voulais vous poser comme question, et que la parole circule pour cette dernière partie, c'est faisons un peu de prospective si c'est possible. 2022, 2023, aujourd'hui les analystes économiques prévoient quand même quelque chose qui va se tendre après la fin des aides de l'État. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, il faut le dire, à un moment donné. L'État ne peut pas tout. Le fait que le chômage de longue durée s'est quand même beaucoup accru, que dans le rapport de Nicolas Desmoulins présenté fin janvier 2021 au Premier ministre sur l'expulsion, ça a quasiment doublé. Est-ce que quelque part, tous ces éléments-là, avec les analyses dont vous disposez aujourd'hui, les données dont vous disposez, qu'est-ce que vous prévoyez en 2022? Quelle année nous attend-elle? Est-ce qu'on a 2-3 années de belles années devant nous ou pas? Alors déjà, merci pour ce que vous avez dit sur Meilleurs Agents. C'est aussi parce que Meilleurs Agents apportent aux professionnels des contacts de particuliers qui ont envie de vendre et pas que d'acheter. Et ce service client qu'on apporte à nos clients agents immobiliers est fondamental parce qu'on apporte un nouveau service en fait sur le marché. C'est assez inédit de souscrire à un service qui nous permet d'être mis en relation avec des vendeurs. En ce qui concerne les évolutions du marché, les phénomènes dont vous parlez sont réels. Néanmoins, les fondamentaux du marché, pour nous, ne sont pas en train de bouger au point de dire qu'on va observer un grand changement, un grand revirement de situation. On reste sur une tendance plutôt haussière des prix de l'immobilier. Sur les 2 prochaines années? Sur les 2 prochaines années. En tout cas, l'année prochaine, 2 ans, ça commence à être très long en termes de perspective. Oui, et autour d'un volume de transactions qui est de l'ordre du million. D'accord. Réaction?
Moi, c'était pas tant sur le marché, c'était surtout sur Meilleurs Agents. Et pour beaucoup, c'est la start-up qui a réussi, puisqu'elle a été revendue il y a 2 ans, une certaine somme. En 2019. Qui a fait beaucoup rêver. Mais c'est 200 millions, on le sait. Cette somme, c'est 240 millions d'euros. 200 millions. 200 millions. 200 millions d'euros. Moi, ce que je me dis, c'est... Voilà, alors aujourd'hui, on reçoit, je pense, Marie aussi, toutes les semaines à peu près, des communiqués qui nous disent « Youpi, il y a une nouvelle licorne ». C'est fantastique. Moi, je me demande quels seraient les conseils que vous donneriez à une start-up aujourd'hui et notamment à toute la PropTech qui est en vraie effervescence. Il y a un vrai mouvement sur ces entreprises. Donc, est-ce que c'est de courir après les levées de fonds ou est-ce que c'est de penser service client? Pardon, j'oriente un peu votre réponse, mais... Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes, je dois rendre l'antenne. Évidemment, penser service client. Après, les valorisations, c'est bien parce que ça fait parler, c'est du marketing de la levée de fonds et c'est le jeu. Et quand on est une start-up, il faut qu'on maximise en fait la valorisation parce que du coup, ça fait parler de soi. Et notamment quand on peut atteindre des valos qui sont proches de celles d'une licorne. Maintenant, la vraie valeur, elle se fait à la sortie et la vraie valeur, elle se fait dans ce qu'on est capable d'apporter au marché. Et pour apporter des choses qui soient pérennes sur le marché, il faut investir dans la techno, dans ce que les startups sont capables de faire, mais dans l'humain aussi. On rappelle l'humain. Et le service client, et accompagner sur la durée les services innovants qu'on va être capable de mettre en place. Pour moi, une recommandation à faire à toutes ces startups, c'est de ne pas minimiser cet aspect-là qui, chez nous, a été très, très important et fondamental pour notre succès. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marie. De rien. C'était un plaisir de vous avoir sur le Marie Cœur de Roi, voilà, innovation pour Marie Cœur de Roi, journaliste à BFM Business. Merci à vous, Michael Nogal, d'être venu gentiment sur le plateau nous parler, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, président du Conseil national de l'habitat. On se retrouve bientôt sur Radio Imo, même si vous nous avez lâché depuis Planète Imo, c'est pas grave, mais je sais que vous nous aimez quand même. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de passer vers nous. Merci à Virginie Grelot, journaliste à Challenge, voilà, la légende, voilà, j'adore l'écouter. Merci Virginie d'avoir pris aussi le temps de venir par notre plateau et mention spéciale à Thibaut Rémy, dont j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il parlait fort et bien et surtout que vous n'avez éludé aucune question. Voilà, c'est le but. Plaisir. Mais c'est le but du grand jury, c'était pas non plus uniquement de vous dire des choses sympas, mais c'est de dire parfois des vérités. Vous avez su y répondre, on est ravis et merci d'avoir fait cet exercice pour nous. Le mois prochain, on se retrouve pour le grand jury de la presse immobilière, ça aura lieu chez nous dans nos studios. Vous êtes toujours partantes les filles ? Oui. Bon, écoutez, on se refait ça et on vous donne beaucoup plus d'infos, bien évidemment, sur Radio Imo, mais aussi sur les autres plateformes de streaming. À très vite. Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.